Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la section 3 du chapitre 5 portant sur les problèmes d'information qui s'intitule les validations empiriques. Plus précisément, ce que nous allons faire, c'est essayer de voir comment est-ce que les chercheurs s'y sont pris pour pouvoir vérifier empiriquement l'existence des deux phénomènes que nous avons étudiés d'un point de vue théorique jusqu'ici, à savoir la symétrie précontractuelle, la sélection inverse, et la symétrie d'information post-contractuelle, le risque moral. Nous verrons donc deux exemples de validation empirique de la sélection inverse, puis deux exemples de validation empirique du risque moral. Premier exemple de validation empirique de la sélection adverse, un article de Laco en 1986 qui s'intéresse au marché des voitures d'occasion et qui s'appuie sur un jeu de données issu d'un questionnaire téléphonique effectué par la FTC américaine sur le marché des voitures d'occasion. Ils ont donc envoyé des questionnaires à des individus ayant procédé à des achats de véhicules d'occasion en leur demandant de mesurer la qualité des voitures après achat sur un certain nombre d'indicateurs, à savoir la qualité mécanique, le montant moyen des réparations dans la période qui a suivi l'achat, le prix qui avait été payé, etc. Et donc, l'hypothèse qu'il cherche à tester ici, c'est que la qualité des voitures achetées sera fonction des caractéristiques des vendeurs. Est-ce que ce sont des vendeurs connus? Est-ce que ce sont des vendeurs qui disposent d'une réputation? Est-ce que ce sont des vendeurs qui proposent des garanties associées à leur véhicule? Et donc, les vendeurs vont être répartis en 4 catégories, V1, V2, V3, V4, selon qu'on achète le véhicule à un ami ou une connaissance, selon qu'on ait eu connaissance de ce véhicule par le bouche à oreille, qu'on l'ait acheté chez un concessionnaire ou qu'on l'ait acheté par le biais d'une petite annonce. Et donc, ce qu'on s'aperçoit notamment dans l'analyse des données, ce que montre l'auteur de cette étude, c'est que la note de qualité est généralement très supérieure lorsqu'on est dans des situations où l'achat se fait auprès d'un ami ou d'une connaissance que lorsqu'ils se font par annonce. À l'inverse, l'appréciation qui est faite du prix par les acheteurs est nettement moins bonne lorsque ce sont des achats par annonce que lorsque ce sont des achats qui sont faits auprès d'un ami ou d'une connaissance. Et de manière générale, V4 est supérieur à V1 comme à V2 comme à V3, ce qui montre que les acheteurs sont généralement moins satisfaits du prix lorsqu'ils ont acheté par annonce que lorsqu'ils ont acheté par un des trois autres canaux. Un autre élément également intéressant issu de cette étude, c'est de montrer que la question de l'asymétrie d'information sur les véhicules ne concerne en réalité pas l'ensemble des voitures d'occasion, mais simplement les véhicules qui ont plus de 8 ans, puisque lorsque les véhicules sont plus récents, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 8 ans, eh bien, les problèmes générés par l'asymétrie d'information, à savoir l'incertitude qui entoure le fait que le véhicule a été bien entretenu ou non, le fait qu'il est roulé souvent, etc., eh bien, ce sont des inquiétudes qui sont moindres du côté des acheteurs. Donc, effectivement, l'hypothèse est vérifiée et donc on s'aperçoit effectivement que la qualité des voitures qui est achetée est bien fonction des caractéristiques des vendeurs et donc c'est une illustration de l'existence et du risque de sélection adverse sur ce type de marché. L'étude, par ailleurs, de Laco est très facilement retrouvable sur Internet si jamais vous voulez la lire plus en détail, à condition de pouvoir lire en anglais. Une autre étude intéressante qui permet d'apporter des validations empiriques à la sélection adverse est une étude d'économie expérimentale qui a été menée par Lynch en 1986. Et donc, il va recréer en laboratoire l'existence d'un marché où on a des acheteurs et des vendeurs et en faisant jouer les différentes dimensions de l'environnement. Donc, dans certains cas, il n'y a pas de possibilité de communication entre les individus. Dans d'autres cas, il y a des possibilités de communication, c'est-à-dire que les vendeurs peuvent faire des annonces ou faire de la publicité. Et dans certains cas, même, les expérimentateurs vont permettre aux intervenants qui jouent le rôle des acheteurs de pouvoir faire de la publicité mensongère. Et donc, on voit bien ici que ça nous rapproche d'un exemple qu'on avait donné dans la partie du cours sur la sélection adverse. Une des conséquences néfastes, c'est notamment lorsque certaines entreprises ne peuvent pas bénéficier entièrement des efforts qu'elles font, elles, pour proposer un bien de bonne qualité, dans la mesure où d'autres mauvaises entreprises, entre guillemets, pourraient se faire passer pour des vendeuses de biens de bonne qualité également, et bien le risque ici, c'était de voir les entreprises dégrader volontairement la qualité qu'elles proposent. Et donc, c'est ça qu'on va regarder. Est-ce que, lorsqu'il y a des offres mensongères, est-ce qu'il est toujours possible qu'il y ait des produits de haute qualité sur le marché? Et ce qui va se passer ici, c'est qu'on s'aperçoit que si on ne peut pas mentir sur l'offre, c'est-à-dire si on ne peut pas prétendre qu'un produit est bon alors qu'il est mauvais, eh bien là, on a des produits de haute qualité qui peuvent être offerts. En revanche, dès lors qu'il est possible de faire de la publicité mensongère, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des vrais signaux de qualité crédibles pour les consommateurs, eh bien,
il n'y a plus aucun intérêt à produire de la bonne qualité et seuls les produits de basse qualité vont s'échanger. Et donc ici, on s'aperçoit, et c'est un des résultats forts de cette étude, que la réputation, c'est-à-dire les marques, ne suffisent pas à garantir le fonctionnement des marchés s'il est possible de faire des offres mensongères, c'est-à-dire notamment de la contrefaçon ou de l'imitation. Donc ça, c'était pour 2 études qui nous montrent que effectivement la sélection adverse et ses effets en termes d'équilibre de marché se vérifient empiriquement. On peut également s'intéresser à d'autres études qui, elles, ont plutôt cherché à vérifier empiriquement l'existence du risque moral. La première de ces études est celle qui a été faite par Fernier et Metcalfe en 96 sur les jockeys anglais, donc dans les courses de chevaux. Et donc, ils ont récupéré des données sur 50 jockeys différents pendant une période assez longue. Donc, pendant 8 ans, ils ont été en mesure de suivre leur performance avec un avantage assez intéressant ici pour pouvoir conduire une analyse économétrique et statistique satisfaisante, c'est que les performances sont parfaitement individualisables. Donc, chaque performance peut être attribuée à un jockey particulier. Avec en plus de cela des variables de contrôle faciles à collecter et à introduire dans l'analyse, puisqu'il est très facile d'avoir des données supplémentaires sur les chevaux qui étaient montés par les 10 jockeys. Est-ce que c'était des bons chevaux ou des mauvais chevaux? On peut avoir justement tout l'historique des performances passées de chevaux, quelles sont leur provenance, quelles sont leurs performances passées. On peut également avoir de l'information sur les conditions météorologiques, on peut également avoir de l'information sur les conditions de course, etc. Donc, on peut contrôler quasiment tout sur ce qui se passe dans l'environnement et donc, on va ensuite regarder, en tenant compte de tous ces éléments-là, donc toutes choses égales par ailleurs, comment est-ce que le système de rémunération va impacter sur la performance. Et donc, on va comparer, les auteurs vont comparer les jockeys qui perçoivent un paiement forfaitaire, c'est-à-dire ils sont payés une certaine somme, quelle que soit leur performance lors de la course, et ceux qui ont une incitation monétaire, c'est-à-dire ceux qui vont toucher une certaine somme d'argent qui va varier en fonction des classements obtenus lors des courses. Et ils vont obtenir un résultat qui est statistiquement significatif, qui est que les performances des jockeys sont inférieures en cas de paiement forfaitaire, et par conséquent, les performances sont meilleures, sont supérieures lorsqu'ils perçoivent des incitations monétaires, c'est-à-dire qu'ils ont un intéressement à la performance. Et donc, ici, c'est la preuve formelle qu'il y a un risque moral, c'est-à-dire une action cachée de la part des jockeys qui, lorsqu'ils ne sont pas directement intéressés par la performance, vont faire un arbitrage où ils vont décider de réduire leur niveau d'effort, puisque c'est ça qui améliore leur bien-être à eux, au détriment des individus qui les emploient pour monter leurs chevaux. Une autre preuve de l'existence du risque moral a été mise en évidence par d'autres auteurs, Rutherford, Springer et Havas, en 2005 sur le marché de l'immobilier. Et donc, eux vont partir d'un cas d'étude très intéressant, c'est-à-dire qu'ils vont avoir comme unité d'analyse des agents immobiliers, puisque effectivement, les agents immobiliers, leur métier, c'est de vendre des biens immobiliers pour le compte d'autres personnes, mais ce sont eux-mêmes très souvent des propriétaires immobiliers, et donc il leur arrive à eux aussi de vouloir revendre un bien immobilier pour en acheter un autre. Et donc, ce que vont faire les auteurs ici, c'est qu'ils vont comparer le comportement des 10 agents immobiliers, des agents immobiliers, lorsqu'ils vendent le bien pour le compte de quelqu'un d'autre, ou lorsqu'ils vendent le bien pour leur propre compte, parce qu'il s'agit de leur maison. Donc, ils vont obtenir une base de données extrêmement intéressante, donc près de 306 000 transactions réparties sur 3 ans, donc entre janvier 1999 et décembre 2002. Et ce qui va également être intéressant, c'est qu'ils vont eux aussi avoir beaucoup de variables de contrôle pour être sûr qu'on ne mélange pas tout. Donc, on ne compare pas des choses qui n'ont rien de comparable. Donc, ils vont avoir une description assez précise de la propriété du bien. Est-ce que c'est une maison ou un appartement? Quelle est son ancienneté? Quelle est la taille de l'appartement? Le nombre de pièces? Le nombre de cheminées? Est-ce qu'il y a une piscine ou pas? Est-ce qu'il y a une place de parking? Ils ont également beaucoup de variables sur le marché, c'est-à-dire quelle est la localisation géographique, donc dans quel quartier est-ce qu'on se situe, à quelle date est-ce que la vente a eu lieu, quels sont les taux d'intérêt à ce moment-là. Et ils ont même des informations sur la disponibilité. Est-ce que le bien est disponible tout de suite ou est-ce qu'il est occupé par le vendeur pour le moment ou est-ce qu'il est en construction et sera livré plus tard. Donc, toutes choses égales par ailleurs, ils vont pouvoir simplement regarder est-ce que les agents immobiliers sont plus efficaces lorsqu'ils vendent leur maison à eux que celle des autres ou est-ce que ça ne change rien. Ce qui serait la preuve de l'existence d'un risque moral. S'ils sont plus efficaces quand il s'agit de leur bien plutôt que de celui des autres, ça veut dire que lorsqu'ils travaillent pour quelqu'un d'autre, ils diminuent leur niveau d'effort. Donc c'est typiquement ce qu'on appelle du risque moral. Et donc, ce dont on s'aperçoit ici, c'est que les agents immobiliers ne vendent pas leur maison plus vite. Donc on pourrait dire, bon, il n'y a pas de rapidité d'exécution plus grande, donc il n'y a pas de risque moral.
En revanche, le résultat qui est obtenu par les auteurs et qui est statistiquement significatif, c'est qu'ils les vendent mieux. C'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, si on compare des biens qui sont équivalents, qui sont dans des quartiers équivalents, qui sont vendus au même moment, dans les mêmes conditions de disponibilité, eh bien, lorsque les agents immobiliers vendent leur bien plutôt que celui de quelqu'un d'autre, ils le vendent généralement 4,5% plus cher, ce qui est non négligeable. Pour finir, on pourrait dire que, évidemment, distinguer la sélection adverse du risque moral n'est pas forcément toujours aussi simple. Et dans la réalité, les deux types d'asymétrie d'information, la sélection adverse comme le risque moral, existent conjointement. Pensez au marché du travail. Il y a effectivement de la sélection adverse avant de choisir les candidats. Il y a un risque de se tromper. Et une fois qu'on a choisi un candidat, il y a du risque moral, puisque effectivement le candidat qui a été retenu peut ensuite décider de réduire son niveau d'effort ou de cacher des informations. Donc, comme ces effets sont généralement conjoints, il est difficile de les départager. On verra toutefois comment est-ce que certains chercheurs, notamment Lazire dans un article très important en 2000, Performance Pay and Productivity, vont réussir à mettre en place des applications empiriques qui vont nous permettre de séparer les effets qui sont liés à la sélection adverse et ceux qui sont liés au risque moral. Et donc, ce sera notamment l'objet d'une prochaine vidéo dans le cadre du chapitre 6. Pour conclure sur ce chapitre 5, on pourra donc dire que la résolution des problèmes d'information asymétrique est absolument centrale pour le fonctionnement des marchés, des firmes, mais aussi des formes hybrides. Et on verra comment est-ce que, en plus des solutions qu'on a déjà pu évoquer dans le cadre de ces différentes vidéos, comment est-ce que la théorie des incitations, qui sera alors à l'objet du chapitre 6, permet d'identifier les solutions optimales selon les types d'asymétrie auxquels on est confronté.